We interviewed Romain, co-founder of The Broken Arm. En fait, si tu veux, on a fait la Snowcross, ensuite il y a eu une Wings et une Shelter, ensuite la Slide et la Trail Pro. Je crois qu'on en a fait 13, je crois. Des collabs? Ouais. Ah, d'accord. This interview was conducted on April 26, 2023. To give you some context, at the time The Broken Arm had just celebrated its 10th anniversary and re-released its X-Alp collaboration. However, Salomon had not yet brought the model back on their end. The interview was conducted in French but is subtitled in English. Enjoy watching and sorry for the accent. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de The Broken Arm, comment c'est né? Là on voit le résultat. Ouais. Ça a 10 ans, il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça, depuis février. Et comment ça a commencé? Nous, en fait, on est 3 associés à avoir la boutique. Il y a Anaïs, Guillaume et moi, Romain. Ça a démarré il y a un peu plus de 15 ans. On était amis, on partageait ce plaisir de la mode ensemble, mais par contre, on travaillait pas tous dans la mode. Et avec plein d'autres personnes, 9 personnes, on a créé un site internet. Okay. Qui était une sorte de journal un peu d'inspiration, d'influence. Ça s'appelle comment? Ça s'appelait De Jeunes Gens Modernes. Ça n'existe plus du coup? Non, ça n'existe plus. C'était une sorte de magazine en ligne, si tu veux, où il y avait des sorties de produits qu'on aimait bien, mais aussi des articles un peu plus profonds sur des designers, des inspirations de musique, des choses de design, enfin plein de choses qui reliaient tout ce qu'on aimait, soit dans la mode, soit autour de la mode. Tu vois comment la musique a influencé tel designer. Et on faisait aussi des interviews, on faisait c'était assez vaste. On faisait des sujets de fond, et puis après il y avait toute une partie un peu plus diary avec des photos, avec des choses comme ça. On a fait ça pendant un temps, et ça c'était un job à côté, enfin c'était une passion à côté de nos jobs tous. Et moi j'étais assistant dans une galerie d'art, Jérôme il était assistant d'un monsieur qui fait du conseil dans la mode, et Anaïs elle travaillait aussi dans un bureau de conseil en stratégie de marque. Et tous les autres aussi. Mais qui sont pas c'est des créateurs de The Broken Arm? Non. Et après nous on a eu envie, on était à un moment où on avait vraiment envie de concrétiser ça un peu plus, pas que via le magazine en ligne, mais de le concrétiser un peu physiquement, tu vois, d'en faire un lieu, puisse un peu, dans l'idéal, regrouper un peu tout ça, mais qui parle avant tout de mode, d'être une boutique physique. Alors les références c'était autant des boutiques comme Maria Luisa, tu vois, où il y avait des choses de créateurs, des choses comme ça, où tu découvrais aussi des plus jeunes, autant que finalement un skate shop où il y a un banc de vent et ça draine toujours plein de gamins qui viennent un peu voir les trucs et tout ça. Enfin, on a réussi à le mettre en place, on a réussi à trouver un local qui était dans un endroit où à l'époque, tu vois, tout était en travaux, le carreau du temple, tout ça, donc c'était pas un coin cher. L'emplacement, il est quand même stratégique aujourd'hui. Bah nous, on adorait déjà parce qu'il y avait le parc et tout, mais par contre, il y avait pas grand chose, tu vois, dans le coin. T'avais OFR de l'autre côté de la rue, et puis après, t'avais un no man's land jusque derrière la rue de Bretagne et tout. Mais toute cette partie-là, elle était vide. Là, toute la rue, elle était en barricade et tout, parce qu'ils creusaient à l'intérieur du carreau du temple et tout ça. Donc on aimait bien ce local. C'était un exportateur de bijoux chinois, comme il y en avait plein dans le coin, tu vois. Là-bas, Et voilà, donc on a réussi à avoir le local, on a fait les travaux nous, ouvrir avec, fallait persuader les marques, enfin tout un truc, tu vois. Puis après, une fois que t'en as un et qu'il y en a un qui te fait confiance, c'est plus facile d'aller voir un autre. Est-ce que vous aviez déjà des contacts qui vous ont permis d'avoir les premières marques? Non, parce qu'au début c'est vraiment compliqué. Non, on a été sur le site internet, regarder le contact du truc commercial, tu vois. Les seuls lien qu'on avait un peu, c'est que moi, pendant qu'on montait la boutique, je bossais un peu chez Carven pour les showrooms, et puis après on avait déjà l'idée de ce qu'on voulait faire vraiment, de confronter des jeunes designers avec des marques plus haut de gamme, mais au début c'était pas facile, et petit à petit on a essayé de monter comme ça, et on a eu Raph Simons dès le début, et après petit à petit fait je pense 7 ans qu'on a Prada, donc c'est au bout d'un moment, tu vois, ils vendaient plus à des boutiques à part chez eux. On les a recontactés en disant que nous on aimerait bien faire un projet un peu plus construit, avec des choses que eux ils ont pas forcément en boutique, mais que c'est un peu dommage de pas montrer. Tu veux dire des pièces plus défilées ou... Ouais, des choses plus défilées qui passent parce que les achats des boutiques et des flagships se font pas de la même manière, et que au final ils achètent les trucs qui se sont vendus la saison d'avant, mais pas forcément, tu vois, l'idée globale du truc. Et est-ce que tu as un exemple de jeune designer qui a démarré un peu ici, on va dire, entre guillemets, enfin qui était pas forcément très connu et qui était vendu dès le début? Jacques Mus au début qu'on a eu. C'est
a 10 ans. Voilà. On était une de ses premières boutiques. Il avait déjà opening ceremony, mais vraiment, lui par exemple, tu vois, il pouvait aller à Paris et voir des boutiques, et voir ses vêtements dans la boutique, tu vois, ce qui n'était pas vraiment arrivé avant. Il y a eu Marine Serre, il y a eu Kiko, on a eu sa première saison, même s'il avait déjà fait le truc avant avec Stussy pendant ses études et tout ça. Première collection et tout était à la boutique. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Mais du coup, je me pose la question, comment vous faites parce que je pense que vous faites de la curation de base, comme déjà avec le magazine. Oui, c'est exactement ça. C'est de la sélection, si tu veux. C'est de la sélection. Et est-ce que ça arrive aussi que des marques viennent vers vous, des créateurs? Ouais, si. Il y a eu tous les cas de figure. Namacheko, il était client à la boutique et il est venu un jour en disant, en fait, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais moi, je fais une marque et tout. C'est dans la rue derrière, si tu veux passe et tout. Et on a commencé à discuter comme ça. Nicolo Pascoletti aussi. Rick Owens, on l'a rencontré parce qu'il est passé un jour à la boutique, tu vois. Où il y a plein de trucs comme ça. Mais dans l'absolu, quand même, on a quand même contacté les marques. Il y a eu ce genre de rencontres et tout, mais c'est pas dans l'absolu. Oui, on a quand même contacté les marques. Ouais. Moi, c'est aussi la relation avec Salomon qui m'intéresse. Déjà, c'est une relation qui date depuis quand? C'est la première collab, elle part de... Je pense il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je pense que... déjà, non, il n'y avait pas de Salomon. Vraiment, nous, c'est-à-dire qu'on aimait bien les paires de baskets qui étaient techniques parce que tu voyais tout. T'as plein de typologies, tu vois. T'as celle avec les coutures apparentes, mais tout a un sens, tu vois. Que ce soit avant, même bien avant, quand on était beaucoup plus jeune et qu'on regardait les baskets Nike, les bulles d'air apparentes, les trucs comme ça. C'était des trucs, peu importe que ça soit du storytelling ou de ce que ça renvoie pour la performance, ça avait quand même un truc qui était fait pour dire ça c'est un coussin. Tu vois, ça renvoyait de la technologie et du truc qui était lié à la performance. Et quand on a découvert les baskets de trail et toutes ces parties beaucoup plus encore affirmées en termes de technique avec des formes que tu vois pas classiquement, on a trouvé ça assez dingue. Et la première paire qu'on a vue, c'était une paire de snowcross justement, mais qui était faite en fait pour marcher dans la neige avec des picots en métal. Sauf que du coup, et c'est pour ça qu'on a fait cette première collaboration, qu'on les a contactés et qu'on leur a dit on a vu une paire qu'on trouve vraiment bien. Le truc c'est que avec les picots en métal, c'est pas facile non plus de marcher avec. Comment c'est fait? Est-ce que vous pensez que nous on pourrait en faire une, la même forme, simplement de retirer ces picots là, tu vois. Ils vous connaissaient ou ils étaient... Non, je pense pas. Non. Ils ont été réceptifs, Oui, alors entre temps on a aussi contacté le commercial pour vendre des produits de gamme qu'ils avaient, qui étaient des produits de trail. Donc à chaque fois c'est le grand débat de oui mais nous on fait de la performance, on veut pas se mettre dans une boutique de mode, machin. Et on leur a expliqué, tu vois, que nous à l'époque on vendait Nike et Gaksu. Est-ce que vous êtes Jun Takahashi, même s'il a une marque de mode, c'est un mec qui court, c'est un mec qui... c'est un sportif. Et dans sa partie, lui ce qui l'intéressait c'était de développer cette partie-là chez Nike. Dans l'optique de ça, on essayait de les convaincre, de leur dire oui mais alors bien sûr les gens vont peut-être les porter dans la rue, mais c'est aussi pour aller courir, c'est aussi le démarrage du truc. Et quand il y a quelqu'un qui vient à la boutique pour acheter une paire de baskets, on le conseille en fonction de ce qu'il veut, tu vois. S'il dit je vais faire un semi-marathon, non, il repart pas avec une paire tu vois qui n'a rien à voir et qui est que du lifestyle. C'est pas l'idée, tu vois. Il y a quand même un suivi derrière, on sait de quoi on parle dans la technologie de la paire et dans l'idée. Et donc du coup il y a 8 ans on a fait cette paire là où c'était de la colorisation. C'est quoi le nom? Une snowcross. C'est la snowcross, ok. Ouais, on avait essayé avec la colorisation de mettre en abîme toutes les parties qui étaient vraiment technologiques, tu vois. Donc tu avais le talon, c'est un gros talon orange, il y a une partie verte et noire sur le dessus avec le zip, et on avait inséré notre logo. Et elle va jusque là, non? Ouais, exactement. Je vois là, ok. C'est une paire qui maintenant ils font en gamme toute noire et où ils ont retiré les picots. Et avant elle existait que avec les picots. Au début c'était surtout de la couleur, mais j'ai l'impression que les dernières collabs avec Salomon ça va plus loin. Ouais, après c'est toujours pareil, l'industrie de la basket ça coûte hyper cher de faire des moules, des choses comme ça. Et nous on veut pas non plus, on n'est pas des designers, donc on n'a pas la prétention de vouloir ouvrir des choses qu'on peut pas. Donc on essaye c'est comme si on te filait une boîte à outils et puis que t'essayais un peu de faire un truc avec ce que tu pouvais, quoi. Tu vas dans la limite des choses et pas non plus avec une ampleur parce qu'encore une fois on sera jamais des designers. Nous on saisit, comme tu dis, on fait de la curation, on sélectionne des choses, on sait reconnaître ce qui nous plaît, ce qui plaît, on l'espère, à notre clientèle, ce qui peut marcher pour telle et telle raison, en essayant toujours de pas trop aller à la facilité, de pas juste... Il y a des paires qu'on sait que ça marche et c'est pas pour autant qu'on fonce en se disant mais on essaye aussi de raconter des histoires, tu vois, de mettre les choses dans un contexte, comme la paire de Desal qu'on a faite, qui est
inspiré de quelque chose de plus culturel, ou alors totalement créé comme l'inspiration de la Texas là qu'on a faite avec le pelage des vaches du Texas, qui est un hommage aux artistes qui sont partis à Marfa, qu'on fait toute cette partie-là. Donc ça se transmet par le design de la basket, et parce qu'à la fin on pense que la grosse semelle, ce côté un peu chaussure de marche peut bien marcher comme ça avec ce type d'imprimé ou ce type de matière ou tout ça. Mais au-delà de ça, on aime bien le remettre dans un contexte en créant un petit carnet, en créant une histoire, des photos. À chaque fois qu'on fait quelque chose avec eux, on gère le design, le développement, toute la DA de la communication et tous les à côté s'il y a. Parce que justement, c'était une question que j'avais. Est-ce que vous faites de la DA aussi pour eux en dehors des collabs ou pour d'autres marques même? Ça vous arrive de faire de la DA? Pas pour d'autres marques. Pour Salomon, on discute sur plein de trucs avec eux, sur des couleurs de gamme, sur des choses comme ça. Il nous est déjà arrivé de faire des shootings pour eux, pour certains de leurs produits. Okay. Mais c'est pas nous qui faisons tout chez Salomon. Ouais, non. Mais il y a toute une partie que eux gèrent. Oui, bien sûr. Mais après, c'est aussi une autre activité. C'est pas quelque chose qu'on. Vous la faites pour le shop surtout, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas que ça devienne un automatisme et délaisser ça serait notre plus gros flip, c'est de laisser la boutique. Tu vois, enfin, c'est que ça nous aide à faire d'autres trucs à côté, mais que derrière ça délaisse l'image de la boutique est forte, et en essayant d'être le plus juste possible. Après, que ça plaise pas, c'est un autre truc, mais bien sûr. Que nous au moins ça nous ressemble et qu'on y passe du temps, tu vois. On y est quasi tout le temps dans la boutique, du coup tout ce qu'on fait c'est à côté, pour justement garder ce côté-là. T'es un des créateurs du coup de Broken Arm, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un des créateurs de la boutique être aussi vendeur. Nous, il n'y a pas de. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de hiérarchie et de côté comme sûr. Ça. Même, moi, j'aime bien, j'adore toujours passer du temps dans la boutique, discuter avec les gens et tout. C'est ça qui est important, quoi. Donc, t'as pas des tâches qui font que tu dois être dans un bureau? Si, bien sûr, mais quand la boutique n'est pas ouverte, quoi. Après, il y a des journées où on s'arrange. Il y a toujours. Là, moi, j'y suis et Guillaume, il fait autre chose. Enfin, tu vois, Anaïs aussi, et on se relaie comme ça. Mais en tout cas, chacun passe du temps dans la boutique et chacun y est, et pas que quand c'est la Fashion Week et qu'il y a tu vois le monde de la mode qui passe, quoi. C'est aussi le mardi du mois de novembre, quoi. Pour revenir à Salomon, quand même, c'est vous qui avez relancé la XT Quest 2, il me semble, parce qu'avant on la voyait plus. Ouais, elle était plus faite, et ça ils ont réouvert un moule. Et après t'as eu la Desalpes qu'on n'a toujours pas revue pour l'instant. Juste avant, la Desalpes elle a pas encore été refaite. Je sais pas s'ils projettent ou pas de la réintégrer. On avait fait une Quest avant, tu vois, par exemple, qu'on avait. Mais pas la 2. Non, c'est ça. Et ça, c'est une sorte d'hybridation de paires. Et ça, c'est un modèle que nous, on aimait beaucoup. Première qu'on avait faite. Et en plus, c'était une collaboration qui avait été disponible aussi dans d'autres boutiques. Donc nous, on avait été un peu frustrés. On n'en avait pas eu beaucoup pour la boutique et tout. Ça avait été... Et dans l'idée, si tu veux, quand on a revu cette semelle-là, qui était beaucoup plus dure, qui à la base est sur une chaussure de marche haute, avec toute cette partie du crampon en bas avec les deux couleurs, et ils ont réouvert pour qu'on puisse refaire une sorte de XT Quest 2 OG un peu. Vous avez fait le même coloris qu'une ancienne. Exactement. Avec l'idée de faire la Texas derrière aussi, parce qu'on avait déjà cette idée. Ouais, qui a une autre histoire, quoi. Oui, voilà. La Desalpes, oui, après c'est le but. Après ils font, tu vois, ce qu'ils sentent être. Mais la Desalpes, parce que c'est une paire que je voyais aussi avant, mais. Mais un petit peu, mais elle sortait pas. Non, c'est ça. Et puis surtout, elle faisait pas partie d'une gamme, on va dire, un peu plus lifestyle dans l'idée. Ouais. C'était des chaussures qui avaient été faites il y a longtemps. C'est ça qui était intéressant. C'est qu'elle était vraiment détournée par des bergers, par des mecs qui vont dans la montagne, tu vois. C'est plus ça, nous, l'inspiration du truc, c'est qu'on s'est rendu compte que cette paire-là, et elle était pas trop portée, et qu'elle faisait pas partie de ce que tu vois de la Salomon, des XT6 et des autres modèles. Un peu. Et en même temps, qu'elle puisse avoir un côté beaucoup plus détourné pour plein de gars qui la portent au quotidien, parce qu'ils en ont besoin presque, tu vois. Parce qu'il y a ce type de crampon, parce qu'elle est hyper robuste. T'avais toute la membrane Gore-Tex avec ce côté de nubuck un peu, tu vois, enfin, puis retourné, tu vois. Et nous, ça, c'est un truc qu'on avait déjà travaillé avec eux quand on a fait la slide et une paire en bas, la Trail Pro, avec tous ces cuirs retournés, avec beaucoup plus de matière, tu vois, un côté un peu plus poilu, tu vois, dans le truc. Mais la slide aussi, avant, elle faisait pas partie de la gamme lifestyle. Vous avez fait une collab sur la slide? Oui. Ah, je savais pas. Qui est en fait, si tu veux, on a fait la Snowcross, ensuite il y a eu une Wings et une Shelter, ensuite la Slide et la Trail Pro. Je crois qu'on en a fait
13, je crois. Des collabs Ouais. Ah d'accord. Et après, si tu veux, il y en a qu'on a réédité. Tu as du tissu Matrix sur la Texas. Mais c'est quoi du tissu Matrix? C'est un tissu qui est fait en France, qui est un tissu avec un fil de Kevlar. C'est tissé comme un métier à tisser. C'est tissé dans un métier à tisser, comme un vieux métier à tisser pour faire des tapis ou des choses comme ça. C'est fait en France avec un fil de Kevlar dedans. Et c'est une société qui est assez dingue, qui est dans le Jura. On a été visiter l'usine. Et eux, ils font toutes les combis pour la Formule 1, tu vois, par exemple. Leur plus grande fierté, c'est que quand un mec a un accident en Formule 1, il brûle pas dans la cabine grâce à sa combi, tu vois. Ouais. Du coup, ça apporte énormément de résistance. C'est des matériaux aussi qui sont développés, où l'armée recherche toujours des choses et tout. C'est toujours hyper intéressant de regarder ça. Et après, de s'appliquer à des baskets, ça a des propriétés d'usure, d'anti-frottement, de plein de trucs qui fait que ça peut avoir un sens de l'adapter sur des chaussures. Salomon qui est entre guillemets dans la mode ou qui est porté. Non, un peu plus, dans le lifestyle. Aujourd'hui, c'est. On peut même dire que c'est mainstream. Je me suis toujours dit c'est parti de Broken Arm, mais en soi, finalement que des gens puissent trouver ce genre de paire dans des shops un peu qui sont mode, qui sont designers. Oui, ça c'est sûr. C'était la première fois, c'est chez Broken Arm. Ça oui, mais après, je veux dire, Salomon existait bien avant et a fait énormément de choses mais avant. Mais ça s'adressait peut-être à ça c'est clair. Public, oui, bien sûr. C'est certain. Oui, c'est sûr. Mais l'idée c'est surtout qu'il puisse y avoir un sens à ça, tu vois. Et c'était aussi. Oui, bien sûr, c'est pas juste. Oui, c'est-à-dire que on n'a pas été chercher des pâtes au gaz en se disant demain, ou je sais pas quelle paire de chaussures en disant celle-ci personne les regarde, on va les mettre dans la boutique et c'est parce qu'on était convaincus du design de Salomon, tu vois. Alors maintenant c'est difficile de l'omettre une fois que tu vois les XT6, que tu vois mais la première fois que tu vois ce type de design et tout ça, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus clivant que plein d'autres paires, surtout dans une époque où tout tournait un peu en rond dans les paires de basket, tu vois. Il y avait pas d'énormes sorties chez Nike non plus, chez ASICS il y avait plein de trucs qui faisaient plus et que nous on demandait mais qui n'étaient pas forcément tout ce qu'on recherchait, avec des mèches 3D, avec des coutures, des choses comme ça. Enfin, t'en avais plus parce que toute la technologie, elle était entièrement cachée et toutes les paires, elles se ressemblaient. Là, on parle de 2013 à peu près ou 2014. Là, enfin, tu me parles. C'est un peu près ça. C'est un peu près ça. Et même les 3 années qu'on suivit, c'était un peu le même truc, tu vois, dans les paires de basket. Il n'y avait pas réellement d'avancée, même avant qu'il y ait une nouvelle vague de collaboration chez Nike. C'est normal aussi, mais des fois, il y a un peu des moments moins forts. Et c'est ça. Et le but, c'était pas non plus que ces marques-là, on n'avait pas non plus envie qu'elles fassent que ce qu'on demandait, tu vois, ou ce qu'on avait l'impression que les gens aussi avaient envie de porter. C'était aussi qu'il y ait complètement des nouvelles choses auxquelles t'as pas du tout pensé. Il y a rien de mieux quand t'imagines un truc et puis c'est dingue quand même. En plus, c'est complètement nouveau et c'est ce qui arrive moins, évidemment. Plus il y en a, moins c'est facile de trouver ce côté-là, mais c'était pile dans une période où nous on avait besoin de quelque chose de plus clivant, on va dire, de plus, où tu vois, il y avait des gens qui les regardaient dans la boutique, qu'est-ce que c'est et presque ça nous faisait plaisir d'avoir cette espèce de truc en disant, c'est pas qu'on avait décroché l'OVNI ou quelque chose de complètement improbable, mais c'est juste que nous on y trouvait une beauté qui était pas forcément générale. Tu nous parles de cette chose nouvelle un peu avec Salomon. Est-ce que tu as ressenti cette chose avec une autre marque? Vous avez lancé, je sais pas... d'une marque de basket, tu veux dire, plus précisément? De basket, c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué. Si, il y a eu plein de moments où il y a eu des moments forts. Même, je me souviens quand Kiko, la première fois qu'il a fait une ASICS, tu vois, il y a eu un vrai élan comme ça, où c'était sorti du contexte, mais en même temps, toutes les paires, elles avaient quand même une continuité où tu pouvais reconnaître tout de suite que c'était une ASICS, avec énormément de finesse, de plein de trucs qu'on avait envie d'avoir. Et du coup, la première Kiko, est-ce que... on l'a eu à la boutique. Vous l'avez eu, mais est-ce que beaucoup de gens ont fait confiance à Kiko tout de suite pour sa ASICS Alors, nous, on y croyait vachement. Et c'était une paire où, à l'époque, je pense que même chez ASICS, j'avais pas l'impression qu'ils dimensionnaient vraiment. Mais nous, on y croyait et on avait déjà les collègues de Kiko depuis 3 ou 4 ans. Donc, pour nous, c'était le parfait combo de deux marques qu'on a à la boutique et qui collaborent. Mais elle a
vachement plu, oui. Il y a pas eu la queue sur 3 pâtés de maison, hein, mais enfin, c'est-à-dire que c'est des paires en plus que j'aime bien parce que au final, il y a même pas d'histoire de cote, il y a même pas, enfin, tu vois, personne s'y attend vraiment. Elle touche un peu tout le monde. Et il y avait des fans de basket, tu vois, qui adorent les trucs très classiques et qui vraiment fans de basket, qui revenaient aussi pour ça, un petit peu comme la Air Max 180 comme des. Enfin, moi, dans ma tête, ça me fait le même truc. 80 comme des garçons. Ouais. Tu vois, où il y avait les 3 couleurs avec tous les dégradés de rose et tout ça. Et bah ça, c'était une paire que nous, on adorait. Et en même temps que tous les fans de sneakers adorent, et qu'en même temps, elle est hyper mode parce que c'est comme des, et qu'elle est ancrée dans un show où c'est hyper fort de l'avoir au pied avec les shorts et tout. Et ben, mais elle est achetée par des fans de mode, des clients de la boutique, des fans de sneakers qui connaissent pas notre boutique mais qui viennent parce qu'on l'a. Enfin, et c'est le meilleur des compromis pour nous. Tu vois, c'est pas généraliste, c'est juste que c'est un beau produit et que ce produit-là, il plaît à tout le monde, tu vois, et que tu peux. Ma tante, elle l'aime bien, tu vois, celle-là. Enfin, c'est, il y a un truc un peu général comme ça. Client de The Broken Arm, c'est varié. Plein de clients, ouais. C'est un peu ce que. Honnêtement, ouais. Enfin, moi, j'aimerais et je pense que c'est ça qu'on arrive le mieux pour l'instant, c'est que ça reste hyper. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir. Il y a jamais de. Nous, on n'est pas une boutique de luxe. Enfin, tu vois, t'as pas les codes du luxe avec un truc trop prix, machin. On laisse rentrer forcément. On laisse les gens faire dans la boutique. Enfin, tu vois, il faut que ça garde ce côté-là pour que justement il y ait toujours des étudiants, toujours des mecs qui passent la porte pour la première fois et puis que finalement, même si ça les touche peut-être pas tel ou tel designer ou qui se demande si c'est un truc comme un truc femme, un machin et tout. À la fin, le plus important, c'est qu'ils gardent un bon souvenir d'un truc qui peut-être, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils découvrent d'autres trucs à la boutique et qu'ils se disent ah oui, mais il y a ça. Et tu sais, comme les étudiants de mode qui viennent et qui se disent ah mais vous avez Anne de Master et qui réfléchit et qui après se renseigne et qui revient, enfin tu vois tout. Et bah ça fait un peu partie d'un truc un peu comme nous quand on était petit, quand on était plus jeune et qu'on venait à Paris et qu'on allait chez Maria Luisa justement vers ce côté-là. Bien sûr que c'était pas pour acheter des trucs, tu vois, mais c'était pour garder les vêtements, quoi, comprendre comme quand tu rentres dans une boutique RIC et que tu vois le truc et que c'est quand même assez génial ce sentiment-là de voir. Bien sûr que tu repars pas avec les fourchettes en argent ou le truc et tout, mais ça fait partie c'est important de les voir, de les regarder. C'est ça qu'on aime et pour ça que pour moi il est hyper important qu'il y ait une espèce de clientèle variée, hyper large et le café joue beaucoup aussi dans ça parce qu'on a eu un café dès le début, conserver cette espèce de convivialité que t'as où il y a des gens, même au début quand on a ouvert pendant 5 ans, il y a des mecs qui venaient tous les matins au café et jamais ils ont passé la porte de la boutique et pourtant c'était des gens qu'on connaissait, qu'on voyait tous les matins et tout, tu vois. Et au final c'est bien d'avoir ce truc là et dès qu'il fait beau, qu'il y ait du monde, c'est quand même le truc un peu la typologie de client de l'étudiant ou du touriste qui passe et qui a entendu parler de la boutique, qui vient faire un tour. Au final, si tout est à 3000 balles, bah, une fois qu'il aura fait un tour, qu'il aura un peu soulevé tout, il va se dire que c'est cool, mais à la fin, tu vois, ça durera 5 minutes, il s'en est fait tout un truc et voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir cette réflexion un peu avec les prix. Le café, ça apporte ça aussi avec ce côté de la convivialité où au final, à la fin, tu peux te poser, même si tu regardes un peu les gens qui passent, c'est quand même assez plaisant, tu vois. Nous, on aime bien ces côtés-là. Si on parle prix, là où on peut acheter des choses, pour des gens qui n'ont pas forcément un budget énorme, c'est surtout sur les paires, j'ai l'impression, oui, après, tu vois, on édite des t-shirts, on n'a jamais eu la prétention de faire des sous avec, tu vois, c'est un t-shirt qui coûte 35 et on l'avait à un moment vachement développé en faisant des collaborations et tout, par manque de temps, on l'a un peu stoppé, pas des collaborations, mais de se dire, il y a ce label-là de musique qu'on aime bien, ça serait cool que eux, ils en ont jamais fait des t-shirts, ça serait cool d'en faire un avec eux, et tu vois, on leur reverse les trucs et on vend les d'avoir un de... Minman aussi, non, Ouais, on en a fait un avec eux et après ils en faisaient déjà avant, je crois. Mais oui, c'est un peu le but d'avoir ça et après effectivement, oui, les baskets, même si le prix des baskets n'arrête pas d'augmenter, mais ça, même dans la réflexion, nous, ça fait partie, tu vois, dès que les paires décollent entièrement, il y a un moment où tu te poses la question de te dire certaines collaborations, ça peut se comprendre quand c'est vraiment quelque chose d'à part, entre guillemets. Mais oui, faudrait pas que tout devienne à 400 balles et que tu puisses pas... Je voulais aussi parler un peu de stock. Les collabs Broken Arm avec Salomon, j'ai l'impression que certaines premières comme la Tech Amphibian ou même la Desalp quand elle était sortie, il y avait très peu de stock et c'est parti tout de suite. C'était même pas le temps de... C'est un peu ça aussi notre idée de restock les paires. Ouais, soit d'en rééditer, soit de la rééditer comme on a fait pour la Desalp, mais parce que celle-ci on a aussi communiqué dessus, nous c'était un peu la paire de nos 10 ans où on avait envie, mais on l'avait fait déjà plusieurs fois avant, tu vois, la Wings par exemple, qui est une des 2e ou 3e paires qu'on a fait, bah à la fin on en a fait beaucoup, mais on l'a réédité, elle a duré 2 ans et nous c'est
notre idée de faire ça, c'est-à-dire que à la fin, si ça dure 3 secondes en ligne, tu rentres un peu dans un système où et puis ça rentre un peu dans le système de la code, enfin tu vois, dans tout un truc où moi j'ai l'impression que finalement tout ça se tasse un peu. J'aimerais bien plutôt que les gens soient contents de la trouver et pas que tu dises non mon gars fallait venir avant, mais de plus avoir ça. Donc on essaye de le faire. Après je sais pas si ça plaît toujours, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'en as fait au lieu d'en faire 400 t'en as fait 3000 que tu vas passer pour le mec qui l'a pas vendu. Enfin nous on n'a pas de prétention à se dire qu'il faut que ça soit. Que ça plaise pas. Tu dis par exemple les gens qui n'ont pas aimé que ça se réédite parce que ils non mais pas. Plutôt que il y a un moment où avec toutes les sorties de Suprême, avec les trucs comme ça, tu te poses même plus la question de savoir si le produit il est bien ou pas bien. C'est juste que putain merde, faut que je l'ai moi. Tu sais même plus pourquoi à la fin t'as envie de l'avoir le truc. Alors si c'est dans une dynamique de revente, je le comprends, c'est un vrai business, c'est un truc et tout. Et moi j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Enfin si les mecs bien sûr. Et puis à la fin si le mec il me dit je veux dire faudrait être complètement imbécile aussi pour se dire que si la paire vaut 120 balles dans la boutique et qu'elle en vaut 4000 derrière, la culbute est vite faite, tu vois. Faut quand même. Mais par contre j'ai pas envie que les trucs qu'on fasse avec Salomon où on a une espèce de dynamique d'un truc à se dire que c'est à long terme, de se dire que ça soit que ça, tu vois, et que ça soit fait que dans ce but, que plus personne ne regarde le produit, mais qu'à la fin ça soit que créer de la dynamique de mais mec c'est complètement le site a craché et tout, tu vois, ça c'est un peu ridicule et démesuré par rapport à nous, tu vois. Après il y a des paires qui ont été comme ça, mais à la fin même si on en produisait 1000, ça a été je pense parce qu'il y a eu un engouement à un moment ou un truc comme ça, et alors maintenant on en produit plus. Avec Salomon, c'est quoi? C'est vous qui demandez combien de stock vous voulez, ou c'est en fonction de la demande, vous dites non, tu définis un nombre que tu veux en faire, ça met un an, tu vois, donc on le définit à ce moment-là. Nous c'est un stock qu'on assume nous, tu vois, qu'on paye, il faut le vendre. Donc c'est un risque aussi à chaque fois, mais je préfère toujours être comme ça et de savoir pourquoi tu le fais, plutôt que se dire que tout est facile et que oui, ça, honnêtement, alors il y a des trucs qui ont été, la crosse amphibienne, c'est aussi parce qu'elle était ouverte aussi à des pointures plus petites, avec de la femme et tout. C'est pas toujours le cas sur les collabs qu'on fait parce que la semelle n'existe pas dans les pointures et que ça coûterait énormément d'argent de la refaire pour les petites pointures, tu vois, ou des trucs comme ça. C'était peut-être une paire un peu plus, qui est plus compliquée à porter peut-être que les autres. La crosse amphibienne? Ouais, et en plus c'est ça, c'est plutôt plaisant, c'est que même en termes de design, quand tu fais pas forcément quelque chose du plus facile, les gens arrivent à le capter. Il y a rien de mieux quand même de. Après c'est des choix, tu vois. Des fois, c'est-à-dire que nous les paires elles sont vendues sur le site de Salomon et chez nous. Et c'est tout, non? Oui, c'est tout. Parce que moi j'ai l'impression que vous choisissez beaucoup les produits à l'affect. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vois pas autre part, et donc forcément c'est des trucs qui te plaisent. Parce qu'il y a quand même des produits qui te plaisent pas forcément, mais t'en as besoin pour. Alors c'est pas toujours un besoin, parce que je pense si ça venait comme ça, il y a un moment on n'y serait plus dans la boutique, tu vois. Mais il y a un espèce d'équilibre, bien sûr que faut bouffer. On a 15 salariés, il faut que tout le monde ait son salaire, il faut que tout le monde, bien sûr. Enfin, il y a une réalité économique derrière. On n'est pas qu'utopiste dans l'idée de c'est pas un musée, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait une réalité derrière. Mais par contre, de garder de la radicalité. Après, peu importe que le produit soit hyper demandé, hyper connu, ou même que ça soit le produit le plus basique de base, sinon on y croit, déjà ça nous conforte vachement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'essaye jamais de faire ce type de compromis dans les choix. Après, il y a plein de sorties de basket ou des trucs comme ça, où bien sûr que tu sais qu'il y a de l'engouement derrière, mais au final, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, je le vois pas comme quelque chose de dégradant en soi, d'avoir un modèle que tout le monde veut, ou d'un modèle... Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais pas être élitiste dans ce côté-là. Enfin, ça fait aussi partie de il y a plein de petits qui ont découvert la boutique quand on a fait les collabs avec Virgile, tu vois. Et au final, même si c'était pas forcément le truc qui moi me touchait le plus, j'en garde plus ce souvenir du truc à l'époque où tout le monde faisait des raffles. Nous on avait fait une sortie en physique, sans gars de sécu, avec juste nous et tout, mais moi j'en garde un super bon souvenir de ce truc là. Et le but c'était pas de tout refourguer à des mecs qui remplissent des camions dans le côté, tu vois, c'était juste d'avoir cette espèce d'élan là. C'était un matin pendant la Fashion Week et tout, mais j'en garde un bon souvenir, tu vois, de ce truc là. Et tous les gars qui revendent plus de basket ou qui repassent de temps
en temps nous le redisent et je sais pas, presque ça me rappelle toujours des bons trucs. Parce qu'à la fin, c'est jamais bien méchant non plus. Tout le monde aura sa paire et puis quand il y en a plus, il y en a plus. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu vois, il y aura pas à chercher. On les revendra jamais plus cher que le prix qu'est le prix normal. Il y a jamais eu de drame quand on l'a fait, quoi. Je pense que c'est quand il commence à y avoir un peu de l'ambiguïté du truc et dès que c'est un peu bancal, que tu sais pas combien il y a de stock et tout. Nous, on arrivait en disant, bah les gars, il reste tant de 9,5, tant de machin et tout. Enfin, ou alors on disait pas le stock, mais on disait, bah qu'est-ce que tu veux? Et puis au fur et à mesure, on disait, bah ça, il y en a plus. Enfin, tu vois, de la manière la plus honnête possible, tu vois, dans le truc. Après, oui, qu'on fout des mises de côté pour nos copains ou des trucs comme ça, bien sûr, tu vois, mais ça n'a jamais été le drame non plus, tu vois ce que je veux dire. Et on le dit pour justement essayer de clarifier la situation. Après, honnêtement, maintenant, il y a moins de sorties comme ça, et nous aussi, tu sais, on n'a pas de Jordan, on n'a pas, donc t'as pas non plus, comme on n'a pas de compte Jordan et que la majeure partie des paires maintenant où il y a vraiment des grosses demandes ou des choses comme ça, qu'à un moment donné était plus sur ça, bah les gens ils viennent moins et tu vois, et c'est pas grave, tu vois, ça nous empêche pas de continuer à vendre des robes comme des garçons et de